Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders 3TV et Watt FM. Vous le savez, je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Des partis se réclamant progressistes d'obédience sankariste ont décidé d'aller à la fusion pour créer une nouvelle force politique sur l'échiquier politique burkinabé. Un projet porté par l'UNIPS de Maître Stanislas Benouende Sankara et du MPS de Yacouba Isaac Zida. Ils ont été rejoints dans leur dynamique par trois autres partis. Quels sont les dessous et les enjeux politiques de cette fusion annoncée? À la barre ce matin, Alidou Sanfo, il est membre de la commission chargée des préparatifs des travaux pour la concrétisation de cette fusion. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors l'échange avec les juges, ça sera juste après cette première virgule, les avant-propos. Nous allons écouter les avant-propos de juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine? Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la sortie du Premier ministre malien Choguel par rapport à un certain nombre de choses et qui révèle également les pans de l'intervention internationale pilotée par la France au Mali, où on leur dit qu'il y a des zones qu'on ne peut pas survoler parce que c'est des zones d'entraînement de telle ou telle entité. Par rapport à un certain type d'armement, vous n'avez pas le droit d'en avoir. Pour négocier un certain nombre de choses, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. Bon, à un moment donné, vous vous dites, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on cherche également un nouveau partenaire dans ce cadre-là? L'autre pan, c'est aussi le non-respect de l'ONU par rapport à ce qui est convenu sur son intervention au Mali, qui a pour mission, et c'est clairement écrit, de combattre les terroristes de façon ouverte et non faire des patrouilles et revenir au camp, pour ne pas dire au super camp blindé, et puis passer à autre chose. Et donc là, effectivement, les Maliens se posent des questions et n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, avant, si c'était des jeunes activistes, ça allait être seulement dire que c'est des activistes désœuvrés, c'est des jeunes qui ne comprennent rien à la politique internationale, qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est des jeunes manipulés par des réseaux, je ne sais pas moi, mais là, ces propos viennent confirmer ce que certains leaders de la société civile avaient porté, ce que certains analystes avaient eu comme regard. Donc, venant d'un Premier ministre, c'est quand même à un autre niveau de responsabilité et c'est une révélation qui veut son pesant d'or. Lors du sommet de Pau, nous avions dit que ce n'est pas le sommet de Pau qui n'aura pas lieu. Ce n'est pas d'autres sommets qui n'auront pas lieu. Tant qu'il n'y aura pas de la sincérité, de la franchise dans la collaboration, naturellement, ça va se savoir. Parce que quand vous n'êtes pas cohérent avec ce que vous dites, ça ne peut pas marcher. Celui qui vous écoute sans que vous ne dites pas la vérité. Et là, effectivement, les choses sont en train d'être effectivement révélées. Et donc, Paris, ça court dans tous les sens. D'abord, c'est la menace, si vous faites ça, nous quittons, mais en même temps, nous ne quittons pas. Il y avait le délai du mois de juin qui avait été donné pour dire nous allons partir. Après, c'est une réorganisation à la fin du mois de juin. Et on a l'impression que c'est des chantages, des pressions qui ne disent pas leur nom. Mais qu'est-ce qui fait courir Paris dans tous les sens, dans ces conditions? C'est vrai, on dit que c'est quitter tel maître pour aller vers tel maître, mais au moins l'esclave a commencé à avoir une liberté de choix du maître. Ça au moins c'est déjà un pas. Quand l'esclave lui-même arrive à choisir avec quel maître il veut aller, j'ai dit c'est déjà un pas vers l'affranchissement. C'est vrai qu'après, le nouveau maître peut être plus sévère que l'ancien, mais au moins vous assumez parce que c'est vous qui avez fait le choix. Mais ici, vous dites que vous voulez faire quelque chose, quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit parce que vous êtes pour le moment son esclave exclusif. Donc, bon, là, effectivement, ça remet sur la table un certain nombre d'accords dont on entend parler et dont on ne sait réellement pas de quoi est-ce que ça revêt. L'autre pan, c'est effectivement cette même France aussi, qui a aussi des problèmes à régler même de l'autre côté avec ses proches là-bas. On a vu le contrat australien résilié au profit des Américains et des Anglais. Jean-Yves Le Drian, très fâché, très amer. Mais au moins, la réalité aussi, c'est une Suisse qui a renoncé aussi aux Rafales françaises et qui a préféré les avions furtifs, les F-35 américains, qui fâchent également Paris. Et dans la foulée, la rencontre de novembre qui était prévue entre Macron
et le président de la Confédération, comment on appelle ça, suisse, finalement a été annulé. Donc, maintenant, il y a le Sahel qui bout, mais il y a une France aussi qui, de mon point de vue aussi, comment on appelle ça, a d'autres dossiers à gérer. Donc, j'ai dit, les États n'ont pas d'amis, ont des intérêts, c'est vrai. Donc, au nom de ces intérêts, il faut aussi permettre à ceux qui veulent aller voir ailleurs en termes d'intérêt, de pouvoir le faire dans leur propre intérêt. Merci. Juge Bougma, juge Va. Oui, merci Président. Aujourd'hui, nous commémorons la journée internationale de la paix. Et je pense qu'au Burkina, cela se fait conjointement avec la journée internationale de la tolérance, donc qui est également instituée aussi par les Nations Unies. La journée mondiale de la paix, c'est depuis 1981. Donc c'est une journée au cours de laquelle ceux qui sont encore en guerre, on leur demande de mettre une trêve et puis de réfléchir un peu plus sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous désunit. Et puis c'est le moment aussi de travailler sur les aspects de cohésion, les différents aspects qui nous rapprochent plutôt que ceux qui nous divisent. Mais à la vérité, le contraire de la paix, c'est la guerre, mais difficilement on ne conçoit cela. Et la guerre, aujourd'hui, ce n'est plus comme à un moment donné ou à une certaine époque où c'était entre États sur quelques intérêts, mais aujourd'hui elle a pris une autre forme. Quand vous prenez par exemple la plupart des pays du Sahel, nous sommes en guerre contre qui? Quelquefois c'est difficile même de dire qui contre qui, mais nous sommes en guerre. Et vous comprenez que la perception même de la paix devient alors différente. Ce n'est pas une situation de non-guerre, c'est une situation dans laquelle vous êtes je vais lui préoccuper par autre chose que de répondre à des foudres de guerre. Sinon, le Burkina n'est pas en guerre avec un autre pays, mais le Burkina est quand même en guerre. Le Burkina n'est pas en paix. Et c'est une journée où il faut penser à cela. C'est qu'on a des ennemis qui sont nouveaux, d'un nouveau type, qui, de façon insidieuse, sont parmi nous, viennent parmi nous, gagnent les esprits, quelquefois de personnes qui sont avec nous. Et c'est ça la réflexion. Comment est-ce qu'on peut travailler à ce que cela n'arrive pas? Il y a, sur le plan du développement, une offre à faire. Il y a des gens qu'il ne faut pas laisser sur le bas-côté du développement. Et il y a, je prends le cas par exemple du Burkina Faso, qui doit être une entité unique et entière où les possibilités pour chacun, que ce soit d'une région ou d'une autre, soient les mêmes. Et ça, c'est dans un développement bien pensé et qui ne laisse personne comme étant un laissé pour compte. C'est ça, un peu les germes de division que nous avons aujourd'hui. Donc je dis, notre situation de paix aujourd'hui n'est plus celle de non-guerre, mais parce qu'on est en guerre sans savoir même contre qui on est en train de combattre. Et c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et en cette journée, c'est le moment de penser à ces choses-là. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est la paix partout et au Burkina surtout. Merci, messieurs les juges. Pour ceux qui nous prennent en marche sur Twi TV et Watt FM, sachez que notre convoqué du jour est Alidou Sanfo. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de la commission chargée des préparatifs des travaux pour la concrétisation de la fusion annoncée des partis sankaristes. Alors pour l'instant, on parle de 5 partis qui ont rejoint le mouvement, qui ont adhéré justement à ce projet de fusion-là. Quand on regarde dans le fond, le dénominateur commun à ces partis, c'est que ce sont des partis progressistes sankaristes. Déjà, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'un parti sankariste finalement? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les juges. Je dois d'abord, avant de vous répondre à votre question, vous remercier pour l'invitation. Je suis député Alidou Sanfo, sous-secrétaire national chargé donc des structures, c'est-à-dire l'organisation du parti au plan national. Et effectivement, je fais partie du comité paritaire qui a travaillé entre l'UNIR et le MPS pour faire en sorte que effectivement ces partis sankaristes puissent se retrouver en un seul. Voilà. Donc, si vous dites parti, qu'est-ce qu'un parti sankariste? C'est très simple pour vous répondre très simplement. Vous savez, au Burkina, il y a beaucoup qui se réclament de l'idéal de Thomas Sankara et qui a dirigé ce pays et en un laps de temps a fait de notre pays un pays très respecté. Quand vous, tantôt en commentant l'actualité, vous avez fait cas, par exemple, des questions que nous vivons actuellement tant au Burkina, au Mali et les pays du Sahel d'une manière générale,
Je pense que cet homme-là, quand il était au pouvoir, il a donné un ton, il a appelé les populations à ce qu'ils puissent compter sur leur propre force. Je pense que si nous voulons sortir donc de toutes ces difficultés, il va falloir en tout cas interpeller et appeler nos populations à avoir, j'allais dire, cette façon de se conduire pour que les Burkinabés sachent puissent compter sur leur propre force, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan éducatif et sur tous les plans. Donc c'est de cela, c'est cette vision, cette considération-là que, en un mot, on peut considérer tous ceux qui pensent, qui croient à ces valeurs que nous appelons parti sankariste. Bon, naturellement, selon la loi portant donc liberté d'association, les gens ont pris des récépissés. Mais au Burkina, je dois dire que tous ceux qui se réclament de l'idéal de Thomas, et nous sommes nombreux, et nous avons estimé qu'il n'y a pas plusieurs façons. Il faut donc appeler tout le monde à ce qu'on puisse se retrouver dans une seule structure pour donc pouvoir porter et réaliser donc ce rêve-là. D'accord. Juge Bouma. Oui, effectivement, je comprends la question du président parce que arriver à mettre un contenu dans ce qu'on appelle le sankarisme ou parti sankariste, il y en a qui n'arrivent pas effectivement à comprendre. Vous dites que c'est ceux qui se réclament de l'idéal Thomas Sankara parce que bon, l'idéologie en tant que telle forgée, formalisée, quels sont effectivement ces grands axes et à partir duquel on dit on se réclame sankariste quand on les incarne? Juste Bougouma, je pense que c'est très simple. Je disais tantôt que Sankara, si nous faisons un recul en arrière, c'est quelqu'un qui s'était caractérisé par, en un mot, ce que nous appelons le burkindi, c'est-à-dire l'intégrité. Quelqu'un qui avait de l'élégance dans la gestion en termes de transparence, en termes de courage, en termes d'exemplarité au niveau des actes. Je pense que c'est de cela qu'il est question, mais comme vous le dites si bien, aujourd'hui tout le monde se réclame de Sankara. Nous avons fait l'insurrection au Burkina Faso et tous les jeunes qui sont sortis se sont réclamés de Sankara. Mais effectivement, c'est dans les faits, dans la pratique, qu'on constate que effectivement tout le monde veut être Sankara, mais ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas poser des actes comme le faisait si bien le président Thomas Sankara. Juge va. Et quand on regarde un peu, je pense que c'est début août qu'il y a l'UNIPS ou l'MPS qui décident de se mettre ensemble. Et puis, je pense qu'en fin août, il y a 3 autres qui viennent. La démarche est faite comment? Merci. Je vous disais tantôt que la dynamique, c'est l'UNIPS et le MPS qui se sont mis d'abord ensemble et nous avons ensemble signé un protocole de fusion le 4 août. Entre l'UNIPS et le MPS. Maintenant, à cette occasion, les deux partis ont lancé un appel à ce que les autres formations politiques ou les associations qui se réclament de l'idéal ou de Thomas Sankara puissent rejoindre donc la dynamique. Et nous avons donc appelé tous ceux qui sont progressistes à nous rejoindre. Bon, c'est suite donc à cela que nous avons l'appel a été entendu par l'URDMS de Alphonse Ouedraogo face aux causes de Serge Dao, qui est une association de la société civile à tendance sankariste, et naturellement le CPP de Baro Siaka. Voilà donc les 3 autres formations qui sont venues adhérer au processus. Sinon, les partis qui se sont engagés et qui ont signé un protocole d'accord ensemble pour faire le mariage, pour faire la fusion, c'est les 2 partis.
Ok, l'épine dorsale de cette fusion-là, vous l'avez dit, c'est l'UNIR-PS, c'est le MPS de Zida. Finalement, qui est allé vers qui? Comment est née justement l'idée de cette fusion-là? Est-ce l'UNIR-PS qui a fait le premier pas ou le MPS de Zida? Bon, je ne saurais vous le dire qui a été le premier ou... c'est comme par exemple dans un mariage, finalement on ne sait pas si c'est l'homme qui est allé vers la femme ou bien c'est la femme qui est allée vers l'homme. Mais je dois dire que l'UNIR-PS était déjà en plein préparatif de son congrès qui devrait avoir lieu en août. Et dans nos préparatifs, au niveau de l'UNIR, nous avions même eu l'idée de nous ouvrir aux autres. Et nous avons créé en notre sein un petit comité dirigé donc à l'époque par le député, le vice-président Bassiel Bassio, et qui était chargé donc de faire les démarches vers tous les partis sankaristes pour que, en tout cas, on puisse avoir une base large. Donc, et c'est suite donc à cela que le MPS a marqué son accord pour aller vers une démarche donc de fusion. Donc, naturellement, nous avons donc commencé par mettre les bases paritaires, parce que c'est des partis. Quand vous êtes des partis, il faut aussi poser les bases de sorte à pouvoir aussi considérer l'autre. Et c'est pour ça que le protocole a été signé le 4 août. Alors, comme on appelle ça, à la signature du protocole, le président du MPS, le professeur Loada, n'y était pas. Alors, la question que le président vous a posée, c'est de savoir qui a fait le pas vers qui. Vous dites que c'est comme dans un mariage, on ne sait pas. Mais les mariés savent qui a fait le premier pas. Les convives peuvent ne pas savoir si c'est l'homme qui a dragué ou c'est la dame qui a dragué. Mais quoi qu'il en soit, les deux savent qui a fait le premier pas. C'est même raconté le jour du mariage. C'est même, merci là-bas, comme elles se sont racontées. On reprend la scène de comment elles se sont racontées, comment les choses se sont, comment est-ce que les choses ont évolué. Ces choses-là se racontent le jour du mariage. Mais je ne vous coupe pas, mais je dois dire que de façon pratique, cela aussi se raconte le jour du mariage. Ce n'est pas avant. Voilà, c'est donc vous n'êtes pas encore marié. Hein? Non, mais on a un congrès. Le cas que vous avez. Ouais, le congrès est prévu pour les 30, 31 et 1er novembre. Donc, vous avez fait les fiançailles? Oui. Bon, comme nous voulons effectivement être témoins et peut-être vous demander de pouvoir raconter comment est-ce que les choses se sont passées le jour du mariage, nous voulons savoir aujourd'hui qui est allé vers qui. Pour pouvoir raconter ça le jour du mariage. Non, je vous ai dit que nous avons mis un comité qui a travaillé à rapprocher, à informer et à appeler les gens à la fusion. Mais je peux dire que l'UNIR a fait le pas vers le MPS ou le MPS a fait le pas vers nous. Mais dans tous les cas, on se connaît dans ce pays, on se fréquente, on se parlait depuis longtemps. Donc l'appel, nous pouvons dire que notre appel a simplement été entendu par le MPS. Votre appel, ok. Maintenant, monsieur, pourquoi le professeur Loada n'était pas là à la signature du protocole? Très bien, je pense qu'on s'est expliqué longuement sur l'absence du professeur Loada, qui est actuellement en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il a un contrat. Oui, nous savons qu'il a un contrat, il vient régulièrement, mais aussi il était là pendant 2 semaines, et au cours donc de ces 2 semaines, nous avons travaillé ensemble pour donc pouvoir mettre les bases. Le comité de fusion, le comité paritaire a été mis en place quand il était là. C'est à l'installation qu'il était absent. Mais nous sommes en contact. Il donne toujours ses points de vue. Comme aujourd'hui, vous avez la possibilité de participer sans être physiquement là. En tout cas, il continue en tout cas de nous appuyer. Est-ce que Zida sera au Congrès? Zida au Congrès, ça je ne peux pas affirmer, ce serait très difficile au regard donc du temps imparti. Vous préparez son retour? Non, le retour de Zida comme les autres exilés, c'est à l'ordre du jour au regard donc du processus de réconciliation qui est engagé dans notre pays. C'est dans ce cadre que nous pensons qu'il doit aussi pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et rentrer au pays en tant que fils de ce pays, la personnalité ayant contribué donc à l'avancée de la démocratie dans ce pays et
rentrer et contribuer au développement socio-économique. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous a dit qu'il y a quelque chose de façon concrète qui l'empêche de rentrer? Non, il ne nous a pas dit ça. Et moi, je ne suis pas personnellement en contact avec lui, mais je n'ai pas connaissance qu'il ait un problème particulier qui l'empêche de pouvoir rentrer au pays. Mais pourquoi il ne peut pas venir au Congrès? Bon, au Congrès, nous, personnellement, je dois vous dire aussi que je suis en même temps le président du comité d'organisation de ce Congrès. Nous ne lui avons pas adressé une correspondance pour le moment. C'est-à-dire une invitation, mais de façon pratique, ça va être pratiquement difficile. Quelqu'un qui est en exil depuis 6 ans, c'est pas en l'espace d'un mois que les conditions peuvent être réunies pour qu'il puisse en tout cas rentrer de façon sereine. D'accord. Alors, dans votre groupe, il y a aussi Alphonse, oui, qui est un ancien d'ailleurs de votre parti politique d'origine, qui revient avec lui. Comment est-ce que les choses également se sont passées? Parce qu'à un moment donné, c'était tendu et c'était très dur. Parce que ce n'est pas la première fois que les partis sankaristes tentent de, comment on appelle ça, de s'unir. Il y a eu tout un long processus. Même en 2015, sous les yeux attentifs de Mariam Sankara, on a vu après ce qui s'est passé quelques jours après. C'est ça. Ce qui s'est passé alors que ça a été présenté à Mondovision, enfin retrouvé, mais bon, ça n'a pas marché. Okay. Ben, je vous remercie. Effectivement, vous parlez de la convention en 2015 oui, qui n'a pas réussi. C'est un constat. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras pour aller vers les tentatives de regroupement. Alors, donc, nous avons tiré leçon de ce qui s'est passé en 2015. Cette fois-ci, nous avons choisi d'aller de façon progressive, en faisant en sorte que 2 partis puissent se mettre ensemble et faire en sorte que les autres là puissent, en tout cas, rejoindre le processus. Et même après le Congrès, je pense que la dynamique va se poursuivre jusqu'aux élections municipales et les élections à venir. Alors, parlant d'Alphonse, qui est un grand frère que je respecte très bien, effectivement, nous étions ensemble au niveau de l'UNIL MS, puis au moment de l'UNIL PS, il a quitté pour créer son parti. Mais aujourd'hui, je pense que Alphonse, avec son parti, il a rejoint le processus et des rencontres ont été organisées. Il était là avec ses cadres et nous avons échangé sans tabou. Et après cela, pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, nous avons choisi cette fois-ci de faire, c'est-à-dire la fusion à la base. C'est pourquoi nous avons organisé des assemblées générales au Passoré, bientôt à Bobo, à Réo. En tout cas, là où nous pensons qu'on a des bases solides, il faut aller faire la fusion là au niveau des bases. Parce que si vous faites la fusion au niveau du sommet, généralement, ça ne réussit pas. Mais aujourd'hui, Alphonse participe beaucoup et activement donc à ces genres de rencontres à la base. Je crois qu'il faut faire confiance cette fois-ci à cette idée. Et nous croyons que les 30 et 31 octobre prochains, vous serez édifiés. Une dernière question dans cette série. Il y a également 2 transfuges de votre parti qui dirigent eux-mêmes leur propre parti. Issa Balima de l'UFC et Mamadou Kabré du PRI de l'ANAYA. Est-ce que vers ces 2 messieurs aussi, il y a une approche qui a été faite? Balima n'est plus président de son parti, oui, puisqu'il a rejoint la CENI. Donc, lui, il renonce. Tout à fait, oui. Il renonce, voilà. Il peut son parti qui existe voilà, toujours. Son parti, bon, nous, il n'y a pas encore de congrès ou d'assemblée générale. Je pense qu'il a simplement démissionné pour pouvoir participer à la CENI. Mais pour PRI de l'ANAYA, nous, comme je vous le dis, le comité travaille toujours avec tous ceux qui étaient avec l'UNI ou tous ceux qui sont dans les diriges des partis sankaristes. Le président Bassière est en train de faire les contacts et nous leur avons donné le mandat de faire en sorte que jusqu'au Congrès, on puisse avoir le point. Parce qu'au Congrès, c'est toujours possible de pouvoir acter
ces adhésions-là. Alors, malgré les différentes questions de juge Bourgman, on n'a pas su percevoir finalement qui a fait le premier pas, qui a enclenché cette dynamique vers la fusion. Mais pour certains, en tout cas, cette vision-là, c'est comme un bouée de sauvetage pour certains partis politiques qui sont en perte de vitesse. C'est notamment le cas du MPS, parce qu'on estime que le parti, après le double scrutin de 2020, est en perte de vitesse avec une saignée. On a vu le départ de Ouattara, Hervé Ouattara. Il y a également le départ du premier vice-président. Et voilà. Quelle lecture vous faites justement face à ceux qui estiment que c'est une opération pour récupérer, sinon sauver des partis qui sont en perte de vitesse, qui sont en difficulté? Bon, nous n'avons pas, j'avoue que nous n'avons pas la même lecture, parce que jusqu'à preuve de contraire, le MPS regorge toujours de personnalités fortes, de grands cadres qu'il faut, en tout cas, dont il faut respecter. Et nous avons estimé que ce qui manque le plus souvent, c'est peut-être aller aux élections et ne pas réussir. Ça n'a pas commencé par le MPS. Il y a bien sûr des partis plus vieux que le MPS qui s'en sont sortis bredouilles. Les élections, c'est une préparation. Les élections, c'est les hommes. Les élections, c'est aussi l'expérience. Alors, je pense que ce qui a peut-être manqué, c'est l'expérience, parce que pour aller aux élections, il faut avoir des tactiques, il faut avoir des stratégies, parce que c'est pas seulement les questions de moyens, c'est pas question seulement le plus important, c'est avoir vraiment les ressources humaines et que ces gens-là sachent ce qu'ils doivent faire, quand et où. Donc c'est pourquoi nous pensons que l'arrivée des cadres du MPS avec l'UNIR-PS et les autres formations politiques, nous pourrions en tout cas occuper sereinement le terrain et faire en sorte que les élections à venir, les résultats soient meilleurs pour nous tous. D'accord. J'y vais. Oui, mais quand on regarde, il y avait une question de Bernard qui était assez intéressante. C'est sur les nombreuses tentatives de pouvoir se regrouper. Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis le FS qui cherchait à regrouper les cellules d'inspiration sankariste. Après, on a eu le CROSS qui a conduit un FFS avec Kedga, si ma mémoire est bonne. En 2000, il y a un CPS qui est mis en place. À l'intérieur, il y a des contestations. On a l'UNI qui reçoit avec Benewende Sankara. À l'intérieur, encore, il y a des contestations. Il y a d'autres qui à côté décident aussi de créer leur petit chemin. C'est-à-dire qu'en politique, et concernant les partis, la fameuse phrase « tuer Sankara, vous en aurez des milliers », c'est tellement vrai. Quand tu es un parti ou bien une initiative, de l'intérieur naissent plusieurs autres mouvements encore. Et on est dans cette réalité. Tant et si bien que, il y a, parce que je lisais des articles lorsque je me préparais, il y a une question qui avait été posée à Maître Benewende Sankara, mais ça il y a longtemps quand même, c'était en 2007. Et lui a demandé combien de partis sankaristes il y a. Il a dit « je ne sais pas ». Aujourd'hui, il y en a combien? Moi, je réponds comme lui que je ne sais pas. Mais vous voulez vous réunir, vous ne savez même pas combien vous êtes. Mais vous savez, puisque souvent, vous ne pouvez pas, par exemple, savoir sur la base du sigle du parti que c'est un parti sankariste. Il y a, par exemple, ceux qui vont, par exemple, porter par exemple, le S pour dire sankariste. En ce moment, c'est facile. Mais il y a des gens, il faut aller lire dans leur statut et règlement intérieur pour voir d'où ils se réclament. Voilà. Donc, c'est pourquoi, et puis, avec le ministère de l'administration aujourd'hui qui est en train de serrer, il y a des partis qui sont en train de disparaître au fur et à mesure. C'est pourquoi nous disons que on ne sait pas, mais il faut savoir que ils sont nombreux. Et pour vraiment confirmer ce que vous venez de dire, le processus depuis, j'allais dire, la CPS, puisque naturellement, nous tous, nous étions à la CPS, voilà. Et après, il y a eu plusieurs partis qui sont nés donc de cette mésentente de 2000. C'est ça, parce qu'en 2000, une partie demandait d'aller au gouvernement d'union nationale et une autre partie disait qu'il ne faut pas y aller. C'est comme ça, c'est à cette époque-là que véritablement il y a eu beaucoup de partis. Voilà. Mais
comme en 2015, la tentative encore qui a échoué, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut travailler à encourager ces regroupements, parce que le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, lui-même l'a demandé. Et quand on regarde même notre contexte, il le faut. Quand on regarde le contexte burkinabé, après les élections, les partis, les dirigeants des partis même doivent savoir qu'ils ont intérêt à aller dans les regroupements. Autrement dit, je vous donne un exemple. Moi, je suis de la province du Passoré. À ces élections, nous avions une vingtaine de partis. Mais 3 partis sont sortis naturellement, puisqu'il n'y a que 3 places. 3 partis sont sortis gagnants. Le MPP, l'UNIR PS et le CDP. Mais si on s'était... Si vous prenez uniquement les partis qui se réclament sankaristes, rien que les sankaristes, si on met les résultats ensemble, on est devant. On est premier devant tout le monde. Bon, ça veut dire que le message et les personnes, c'est-à-dire les cadres, les personnes ressources, on en a. Mais c'est les égos qui font que les gens ne peuvent pas se mettre ensemble. Mais on sait que les partis politiques, ce qui les intéresse aussi, c'est les consultations électorales, aller en groupe, en serré, et puis essayer d'avoir donc le meilleur pour chacun. Mais quand on regarde les partis sankaristes, vous parlez de, c'est important le regroupement et tout, mais vous allez voir qu'il y en a de l'opposition, il y en a qui sont dans la majorité, il y a des mouvements qui sont différents, il y en a qui accompagnent celui-ci, il y en a qui accompagnent celui-là. À la fin, ce sera pourquoi le regroupement? Très bien. Je pense que vous voulez... je vais vous répondre très franchement. Allez-y. Un parti politique se crée. Le premier objectif, c'est pour conquérir le pouvoir d'État et le gérer. Mais pour y arriver, il faut vous organiser. Les regroupements visent principalement à faire en sorte que vous soyez plus fort. Si vous êtes fort, vous allez conquérir le pouvoir d'État. À défaut, vous allez pouvoir avoir c'est-à-dire le pouvoir intermédiaire, c'est-à-dire tel que par exemple le Parlement ou bien les exécutifs locaux. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, si vous avez un objectif ultime, il faut aussi arriver à vous organiser pour aller étape par étape. Mais si vous êtes tel que je vous ai expliqué, vous allez voir qu'il y a des partis qui ne peuvent même pas arriver à se faire élire conseiller municipal. Des partis politiques qui n'ont même pas un seul conseiller municipal. Donc, c'est pas bien. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit, lorsque vous êtes à un regroupement et vous dites c'est la gestion du pouvoir et sa conquête, donc sa conquête d'abord et la gestion après, donc il faudrait que vous soyez alignés sur un bord. En votre sein, c'est en même temps majorité, en même temps opposition. Si on veut prendre le regroupement sankariste de façon générale, c'est pour ça que je pose la question, ça sera maintenant à quelle fin? Parce que quand vous vous regroupez, que vous n'avez pas la même vision, j'ai dit, un accompagne ici, l'autre accompagne là, on va où? Mais si on se regroupe, je pense que si on se met ensemble, on devient un. Si on devient un... Pour accompagner qui? Hein? Non, pour accompagner... Pour le moment... si je vous prends notre cas aujourd'hui, tous les partis qui ont décidé par exemple de se mettre ensemble, nous sommes tous de la majorité. Donc là, le problème d'interprétation ou de quoi ne se pose pas. Mais quand on vous entend, c'est ouvert à tous les partis sankaristes. Ah oui, c'est ouvert. Donc ceux-mêmes qui sont aussi dans l'opposition. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, si par exemple ils arrivent et qu'ils ont s'il y a des difficultés, on pourra par exemple essayer de voir pour les aplanir. Vous ne recrutez pas pour la majorité? Non, on ne recrute pas pour la majorité. Au sein de l'obédience sankariste? Non. L'obédience, les partis sankaristes, il y a beaucoup de partis sankaristes qui soutiennent la majorité présidentielle. Il y en a aussi qui sont à l'opposition. C'est la liberté donc de choix. D'accord. Juge Bouma. Oui, ça dit que ce qui a fait également que les regroupements par moment n'ont pas marché, vous l'avez bien dit, hein, c'est la question des égos.
Bon, parce qu'entre vous, il y en a qui estiment que c'est nous qui étions avec Sankara, c'est nous les puristes, c'est nous qui devons être devant. Arriver, il y a des néo-sankaristes, il y a les sankaristes de la dernière heure et tout. Voilà. Donc il y a ces questions d'ego-là. Est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment réglé? Bon, pour cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, les 5 qui ont décidé d'aller en fusion, je dis bien, nous, en tant que comité d'organisation, nous sommes les ouvriers. Nous sommes là pour exécuter les orientations des présidents des différents partis. Mais pour le moment, je n'ai pas encore rencontré de réticence ou de réserve quelconque. C'est pourquoi nous sommes à l'aise pour, en tout cas, aller vers le Congrès. Maintenant, s'il y a des divergences, les présidents du parti, naturellement, vont se concerter et les régler pour que, en tout cas, ça ne puisse pas constituer un blocage. Alors, mais est-ce que, à l'issue de ce congrès, on aura une nouvelle dénomination, ou bien c'est l'UNIR qui garde et puis les autres viennent s'agripper? Non, la question sera tranchée au congrès, mais je dois vous dire que l'UNIR n'est pas, par exemple, accroché à dire qu'il faut forcément que ce soit UNIR PS comme dans le temps et que les autres la viennent simplement adhérer. Je pense que la question sera largement débattue et un consensus sera dégagé pour la dénomination et pour tout ce que vous avez comme autre valeur qui doit incarner le nouveau parti. D'accord. Tantôt, Juge va parler un peu de l'ambition après cette fusion-là. Pour beaucoup, c'est en préparation des élections présidentielles de 2025. Est-ce que clairement, la question a été abordée? Est-ce qu'il y aurait un candidat qui sera issu de vos rangs après cette fusion? Pour le moment, notre défi, c'est de pouvoir, en tout cas, être un parti fort. Et comme je vous l'ai dit, pour mesurer donc cette force, il y a une élection qui est à côté. Ça, c'est naturellement notre premier défi. 2025, d'ici 2025, j'allais dire le landerneau politique même au niveau du pays, naturellement va connaître beaucoup de changements. Et nous, on n'est pas encore accrochés à 2025. 2025 va se jouer pour quelqu'un qui connaît la scène politique, va se jouer autour de 2023-2025. 24. Donc, alors qu'il y a une élection de proximité qui est à côté, nous mettons les efforts autour donc de cette élection. 2025, on appréciera plus tard. D'accord. Juge Bourma a tantôt parlé un peu de la question des égos. On parle de Maître Benouende Sankara, on parle de Zida. Ce sont des leaders politiques qui ont une forte personnalité. Alors, est-ce que dans la convention qui a été signée, il y a des balises, il y a des garde-fous pour justement gérer tout cela? On a vu récemment une sortie de Zida sur un média de la place. Est-ce que justement cette sortie a été préparée en collaboration avec les autres partis parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique? Non, la sortie de Zida... au niveau du comité, puisque les journalistes, au moment de la signature du protocole, avaient posé un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'OADA, par rapport à Zida, donc le comité a estimé en son temps qu'il fallait donc que Zida puisse en tout cas se prononcer. C'est donc suite à cela qu'il a donc il a intervenu en lançant un appel à ce que les forces progressistes puissent en tout cas se mettre ensemble. D'accord. Juge Bourma. Il a lancé un appel pour que les forces progressistes puissent, comme on appelle, se mettre ensemble. Mais on n'a pas la question par rapport à son intervention. Il est de la majorité, il a cogné dur entre griffes, comme on le dit, et c'est pas nouveau. On se rappelle au lendemain des élections, au moment où son parti politique reconnaît la victoire du président actuel et est allé féliciter. Oui. Lui, il était toujours sur les réseaux sociaux en train de dire qu'il n'est pas d'accord et en train de taper entre griffes, comme on le dit. Alors aujourd'hui, au lendemain, effectivement, déjà de votre la signature de l'acte qui matérialise, comme on a votre cheminement vers la fusion, il est encore sorti. Voilà. Est-ce que
C'est pourquoi je repose la même question. Est-ce que ça a été préparé ensemble ou bien c'était une sortie solitaire encore? Non, bon, c'est pas une sortie solitaire. Je vous ai dit que nous l'avons suggéré de pouvoir en tout cas se prononcer par rapport à ce processus donc de fusion. Mais bien sûr que il a sa liberté à lui, il a son ton à lui qu'il a utilisé donc pour pouvoir pour s'exprimer. Mais pour revenir à ce qu'il a eu comme propos, je l'ai suivi aussi du début jusqu'à la fin. Je ne pense pas qu'il ait été dur envers le pouvoir. Il a simplement apporté des constats et fait des analyses et même faire des conseils à lui, que lui il juge important. Maintenant, les conseils, c'est si par exemple ça se trouve que c'est pertinent, on les prend. Si c'est pas pertinent, voilà, c'est comme ça. Sinon, moi, je ne pense pas que il ait été vraiment dur comme au moment de la campagne, parce que pendant la campagne, des candidats ont été plus virulents que Zida, mais ont rejoint la majorité et participent même au gouvernement. Aujourd'hui, à des postes vraiment stratégiques aussi, voilà. Ok, je vois. C'est bien la partie là où nous sommes, parce que ce dont vous réclamez là, c'est Sankara. Vous disiez encore les valeurs que l'homme transpire. Il n'est pas dans le calcul, il dit cache ce qu'il pense. Oui. Et quelquefois, même si ça le met dans un inconfort, ça a été cela. Bon, avec Zida, vous dites que vous n'avez pas eu cette perception. C'est que les perceptions sont d'abord personnelles, mais pour la question de la gouvernance, il n'a pas forcément utilisé des qualificatifs qui sont tendres. Mais c'est vrai que vous êtes aussi avec ce pouvoir-là. Vous devez vous inscrire en faux. Parce qu'il n'a pas eu d'une gestion, c'est chaotique, non, le thème qui a été employé? Non, il a simplement dit que la gestion de la gouvernance est catastrophique. Catastrophique, voilà. Vous partagez ça ou pas? Non, en fait, quand il dit ça, c'est le lien, puisqu'il a fait le lien avec l'insécurité. Et puisqu'il dit que sans sécurité, tous les actes de développement sont voués à l'échec. Mais est-ce que c'est parce que c'est Zida, n'importe quel Burkinabé, moi j'ai été par exemple président de la commission de défense à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. J'ai participé à beaucoup de concertations au plan national et au niveau de l'espace G5 Sahel. Et le message toujours qui ressort, c'est que sans sécurité, pas de développement. Oui, mais il parle d'une gestion catastrophique. Non, mais je dis bien que c'est en lien avec l'insécurité. Puisque pour lui, si nous n'arrivons pas à gérer la question de la sécurité, c'est de ça qu'il traite de catastrophique. Bon, on n'a pas compris les choses de la même façon. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, vous êtes également membre du comité d'organisation de ce congrès-là. C'est vrai, c'est annoncé pour les 30, 31 et 1er novembre 2021. Déjà, à cette étape-là, est-ce qu'on peut dire que les choses bougent pour la préparation justement du congrès? Oui, bon, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un comité national d'organisation. Le président, c'est moi-même, et avec un coprésident, un du MPS, en la personne de Zob Ouedraogo. Et si tout va bien, ce comité sera installé le 30 septembre. Et les sous-commissions sont déjà mises en place et naturellement, puisque le comité paritaire ayant déjà travaillé sur un certain nombre d'aspects, les textes sont déjà élaborés. Et le Congrès va donc se saisir donc de ces questions, les amender, et puis bon, voilà. Donc les 30, 31 et 1er, on va naturellement formaliser le nouveau parti, et puis bon, voilà.
D'accord. Alors, regrouper les partis progressistes d'obédience sankariste, c'est une ambition en tout cas qui est qualifiée de gigantesque par certains analystes politiques. Nous avons eu la réaction en tout cas de quelqu'un qui est dans la commission chargée de préparer justement ce congrès qui va acter, je dirais, le mariage entre l'Union PS, le MPS et les autres partis. Nous avons eu en tout cas ces clés de lecture. Nous allons permettre à chaque juge de donner une petite lecture sur ce qu'on a eu comme réponse et également déclaration. On commence avec vous, juge Va. Bon, moi je sais que dans tous les cas, comment dire cela, pour leur dynamique, on va dire comme ça, c'est assez noble de vouloir aller ensemble. Et ça, c'est pas une tentative d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça a été fait. Il y a une volonté qui est partagée, en tout cas par tous les acteurs, mais c'est la mise en forme, c'est le maintien ensemble qui pose problème. On n'a pas manqué de revenir sur la question des... Parce que il ne faut pas seulement parler d'ego. Le leadership aussi, c'est cela. C'est ne pas accepter d'être derrière et d'être acteur principal dans ce dans quoi on s'engage. Et quand vous êtes 3 ou 4 à penser comme ça, c'est sûr que ça ne sera jamais facile. Mais il faut des dépassements. Est-ce qu'ils seront capables de faire ce dépassement? Je pense aussi que on apprend de ce qui s'est passé hier, on apprend des erreurs d'avant et on espère qu'ils auront à apprendre de ces erreurs-là. Et je pense qu'il y a une réalité que notre convoqué aborde à demi-mot. Il ne veut pas aller plus loin que les obligations d'aujourd'hui parce qu'ils sont dans une majorité et ils accompagnent. Alors qu'il y a 2025 qui vient, chacun est en train, quoi qu'on dise, d'affûter ses armes. Et dans ces armes-là, il y a cette volonté d'aller ensemble qu'on comprend. Mais sur lesquelles il ne faut pas trop détailler parce que ça y participe d'une stratégie avec l'ami d'aujourd'hui qui peut être l'adversaire de demain, pas l'ennemi. Parce qu'en politique, c'est beaucoup plus là, dans la conquête du pouvoir. Maintenant, sur beaucoup d'éléments, qui est-ce qui a approché qui? Je pensais que on n'avait pas besoin de faire de la langue de bois. Humblement, si c'est l'UNIPS qui est venu vers l'UMPS, il n'y a pas de problème. Même si c'est l'UMPS qui a fait la première démarche, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que sur un mariage, on a honte de dire là où on s'est rencontrés. Bon, j'ai pas compris pourquoi est-ce que notre convoqué du jour a donné dans la langue de bois là-dessus. Ou bien vous voulez maintenant nous dire quelque chose là-dessus? Non, je vous dis que c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est dire, comme je vous l'ai dit, attendez le congrès, on vous dirait qui a approché qui. D'accord. Voilà. donc on aura compris. Merci. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Juge Bouma. Merci, Président. Vous savez, les questions de fusion, c'est prévu. Donc la loi ne l'empêche pas et tout. Et puis, quand on regarde au niveau du Burkina Faso, ce qui fait qu'il y a même comment on appelle ça, un recul par rapport à la confiance que les Burkinabés ont aux partis politiques, c'est compte tenu du comportement des leaders. Donc, comme l'a dit Oufé Boigny, chacun préfère être tête de rat que d'éléphant. Donc, tout le monde veut être tête. Finalement, voilà. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement tous ces petits partis. À l'Assemblée nationale, on a plus de 150 partis politiques. 15. Vous dites 15 partis. Il n'y a que 15 partis qui siègent à l'Assemblée nationale. Tout le reste est où? Et quand on prend ceux qui sont arrivés à avoir un conseiller municipal, tout le grand lot également est derrière. Et se promène, et ça chauffe également la République. J'ai dit à un moment donné pour rien. Mais maintenant, c'est à travers des regroupements qu'effectivement, et accepter qu'il y a un parti politique qui est présidé par une seule personne, et puis les autres l'accompagnent. Sinon, la question de l'offre va toujours poser problème. Si vous n'arrivez pas à vous entendre pour la même idéologie, sociodémocrates, ils sont très nombreux, sankaristes, très nombreux, les libéraux, très nombreux, les centristes, je ne parle pas de ceux qui se réclament panafricanistes, je ne sais pas. Bon, à un moment donné, finalement, c'est quoi donc? Mais s'il y a des grands regroupements, ça permet de diminuer le nombre de partis politiques, ça donne beaucoup plus de la vigueur à la compétition électorale et ça donne encore beaucoup plus comme on appelle ça, de la quintessence. Mais je pense que petit à petit, on va y arriver. Et les conditions, vous l'avez dit, sont en train d'être durcies. Il y a des partis qui vont disparaître d'eux-mêmes ou se mettre dans une fusion. Mais je pense que c'est une dynamique, effectivement, à saluer. Mais maintenant, reste à savoir si les uns et les autres pourront contenir
effectivement les égos, les moi, pour qu'on puisse avancer. Parce que quand on regarde les partis politiques au Burkina, les partis sont nés des frustrations internes. Je ne suis pas content, je claque la porte, je crée un parti. Je ne suis pas content, je claque la porte, je crée un parti. Il y en a qui, en moins d'un an, dans un parti politique, claquent pour aller créer notre parti politique. Bon, pour faire quelle autre offre? Donc, je dis bien, c'est une bonne initiative. Espérons que cela puisse contribuer à renforcer la démocratie au niveau du Burkina, à restaurer la confiance entre les Burkinabés et les hommes politiques. Et puis bon, comme l'a dit Geoffroy, espérons que ça marche. Merci, messieurs les juges, pour ce verdict. Je rappelle que Alidou Sanfo était notre convoqué du jour. Il est membre de la commission chargée des préparatifs des travaux pour la concrétisation de la fusion annoncée entre les partis progressistes d'obédience sankariste. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on se donne rendez-vous justement les 30, 31 et 1er novembre pour le congrès, justement, à voir tout ce qu'on a demandé à savoir comme détail, notamment qui a fait la démarche et autres éléments. En tout cas, merci d'être passé. Merci également à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de Truth TV. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité manatana. Restez fidèles aux antennes, au programme du des médias leaders Truth TV et Watt FM. À demain.